Yes les amis, on est parti pour un 257e épisode du Coup Tordu. Ici on parle de vélo, ici on parle de cyclisme, bien évidemment. On fait de l'underground, on fait du pointu. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, on parle bien sûr de vélo, on parle de cyclisme. Alors dans l'épisode précédent, on vous a donné la victoire de l'Afcoy sur la 4e étape de Tirreno Adriatico, la cote à 8. On vous a donné également la victoire et le top 3 de Lenny Martinez sur la 5e étape de Paris-Nice. C'était encore dans l'épisode d'avant, donc la cote à 15,25 pour la victoire et à 4,5 pour le top 3. Donc on s'est bien refait, on est content. Je vais rappeler juste avant d'attaquer l'épisode que bien évidemment jouer avec excès comporte des risques. On peut faire du fantasy, on peut chercher à savoir qui sera le vainqueur sans obligatoirement mettre de l'argent et quand on met de l'argent, bien évidemment on évite de faire n'importe quoi. On fait du management bankroll. Alors on continue notre série de 2 épisodes par jour pour peut-être pour la dernière fois. Je sais pas s'il y aura d'autres épisodes d'ici à la fin de Paris-Nice et d'ici à la fin de Tirreno. Et donc juste après cet épisode 257, vous aurez un 258e épisode qui sera consacré à la 6e étape de Paris-Nice. Mais là, dans cet épisode, on va analyser tous ensemble la 5e étape de Tirreno Adriatico. Et pour ça, Monsieur Enzo alias Phoenix est dans la place. Comment il va, mon Phoenix ? Écoute, ça va très bien, comme d'hab, rien à signaler. Demain, je fête mes 33 ans, l'âge du Christ, en espérant pas finir comme lui. Magnifique, bonne anniv par avance, Enzo. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast le matin en allant travailler, donc qui te souhaitent un bon anniversaire depuis leur voiture, à l'écoute du podcast. Merci à eux. Et Thibaut est dans la place également pour ce nouveau Coup Tordu. En forme, Thibaut ? En forme, après une journée, je dois te le dire, bien crevant. Donc, comme je te l'ai dit, je n'ai absolument pas passé en revue Tirreno Adriatico. J'ai suivi les courses d'un petit œil au boulot et pour le coup, j'ai juste préparé Paris-Nice. Donc, je vais m'abreuver de ce que Enzo va nous dire du parcours, des détails et aviser en fonction pour essayer de faire mes choix. Alors Enzo, on peut le dire, finalement le parcours de ce Tirreno, il est pas si pourri que ça en fait. Alors c'est ce que j'allais dire, je dois présenter des excuses. Après, il faut dire que ils ont été bien aidés par les conditions météo et par la volonté de certaines équipes de durcir la course. Mais comme quoi, si les coureurs le veulent, on peut se retrouver avec des choses intéressantes. Aujourd'hui, le coup de la bordure sur le plateau après le sommet, honnêtement, c'était magnifique. Ouais, mais j'y ai pas du tout pensé. C'est Bahreïn qui lance le truc, relayé par Ineos. Alors au final, ça finit quand même au sprint, avec le vainqueur qu'on pouvait prévoir en l'absence de Milan. Mais on se retrouve avec une étape qui n'était pas dégueu à suivre. Le coup de certains piégés, avec d'ailleurs ils pourront dire merci à la crevaison de Landa parce que je pense que sans ça c'est pas sûr que ça rentre. Ouais. Parce que c'était seulement en train de plafonner Israël derrière. Et dès que Landa se crève et rentre dans le groupe, là ces 4 copains ils ont mis un coup de collier monumental, très très solide. Mais non, au final ça donne un truc sympa à suivre. Hier l'étape marathon, alors c'est vrai que pendant 5-6 heures ça roulotte, mais bon, ça peut se comprendre. Mais le final était vraiment sympa. Pour l'instant, écoute, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai espoir pour demain, même si la météo fait un petit peu chier, j'avoue. Ah, bon d'accord, on va détailler tout ça. Enzo, écoute, on va y aller tout de suite sur cette 6e étape de Tirreno Adriatico. Donc on t'écoute Enzo, le parcours et le profil de cette étape. Yes, demain donc on a une étape vallonnée encore une fois avec quasiment 3500 mètres de D+ sur un peu plus de 200 km. Donc encore une étape usante, mais normalement pas de pluie. Ça va faire à peu près 15 degrés, donc ça devrait être acceptable. Par contre, c'est le vent qui va souffler très fort, quasiment 30 km/h de moyenne, entre 25 et 30, et il va être de côté toute la journée. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu sur le parcours. J'ai pas l'impression qu'on soit avec un très long plateau exposé comme ça peut être le cas aujourd'hui, ou une très longue ligne droite comme dans le circuit final. Donc je suis pas certain que ça pète. Et puis ça ondule beaucoup, surtout la route ondule énormément demain. Donc je suis pas sûr qu'on revoie ce scénario, mais ça peut tendre le peloton.
parce que ça va souffler fort toute la journée, donc ça peut tendre le peloton. Les échappées, ça va pas être top pour eux. Et après, arrivé dans le final, on a encore une fois une sorte de circuit avec 2 ascensions. La première, le pied est situé à un peu plus de 30 km de l'arrivée, et on va avoir, si je dis pas de bêtises, à 6 km et demi à 4,5%. Donc c'est très roulant, c'est très régulier, t'as pas de pourcentage. Et cette ascension-là va se faire avec un vent plutôt favorable. Sa descente et le faux plat descendant qui suivent aussi, donc les 10 km qui vont suivre, vent favorable. Et par contre, la dernière ascension et tout le final, c'est vent 3/4 face, vent de face, 30 km/h. Donc, et ce qui est dommage, c'est que cette dernière ascension, elle est très irrégulière. Donc, quand tu regardes les pourcentages moyens, c'est pas fou, tu sais, t'as 7 km 5 à 5%. Mais t'as des portions à 12% qui vont côtoyer des petits replats, des petites descentes, puis après ça repasse à 10% sur une route qui est parfois étroite. Donc ça aurait été très bien pour les punchers ou pour les mecs un peu explosifs pour essayer de partir. Mais quand tu vois la puissance du vent derrière, déjà d'une, c'est pas sûr que ça tienne, et de deux, tu risques de prendre un sacré coup dans la tronche si tu attaques trop tôt dans cette ascension. Donc c'est un peu dommage. Ça aurait été une belle occasion de voir certains leaders creuser un petit écart. Mais ce vent de face peut remettre dans le jeu des moins bons grappeurs mais meilleurs punchers au final. Mais alors attends, ça veut dire que le vent de face, ils le prennent quand, dans la descente, pendant l'ascension, c'est à quel moment ça peut freiner les éventuelles attaques? Pardon, excuse-moi. Je disais les 15 derniers kilomètres. Donc dès le pied de la dernière ascension jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est vent de face. Donc toute l'ascension, toute la montée et tout le faux plat montant jusqu'à l'arrivée. D'accord. Après, tu parles quand même de gros pourcentages. Donc si jamais ça pète de tous les sens, en fait, le vent de face, tout le monde l'aura, quoi. Alors oui, mais le truc c'est que en fait c'est pas tout le temps difficile cette ascension. En elle-même, tu as quand même la première partie qui est relativement roulante, et tu vas avoir la portion centrale de 2,5 km, à peu près 2,5 km, qui va être à 8% de moyenne, mais pas régulier. Tu vas vraiment avoir des portions de 500 mètres à 10%, puis après un replat, puis tu vois, ça arrête pas de bouger. T'as pas de régularité. Donc pour des mecs, pour des punchers, c'est très bien. Pour des grimpeurs, un grimpeur du style Derek G ou Tiberi, ce genre d'effort, c'est pas fou pour eux. Mais par contre, un puncher peut totalement rester dans le jeu. Même si l'ascension est longue, hein, on a 7,5 km de montée en tout, mais la manière dont elle est construite, je pense qu'on peut avoir quand même des punchers dans le match, en plus avec ce vent de face qui devrait freiner un petit peu les attaques, enfin en tout cas retarder au maximum les attaques, de ce que j'imagine. D'accord. Moi, ça revisse un petit peu mon scénario, mais globalement, moi, j'aime bien parler de temps d'ascension. Cette dernière ascension, on est sur quoi? Une ascension de 10-12 minutes à peu près, quoi. C'est plus long que, par exemple, les ascensions qu'on a sur Liège. Pardon, non, ça a encore coupé. Oui, t'as à peu près 8 km d'ascension sur la dernière, en tout cas. Ouais, donc voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Toi, Thibaut, qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, t'allais dire un truc. Mais par exemple, tu vois, un Van Der Poel dans l'état de forme qu'il est, s'il est là demain, ça m'étonne pas. Bah moi si. Pour moi, on est complètement en dehors. Le fait, je le dis, hein, les boucles ont sorti favoris de l'étape. Pour moi, on n'est pas du tout. Pour moi, Van Der Poel, s'il a une chance sur cette étape-là, et d'ailleurs, il en a parlé en interview avant-hier, c'est l'échappée matinale. Et d'ailleurs, il hésitait. Mais pour moi, on est sur des temps d'ascension qui sont au-dessus de 10 minutes. On est sur des temps d'ascension qui sont trop durs pour lui, qui sont trop longs pour lui, quoi. Donc, je pense que les UAE vont s'amuser à visser. Dans les gros pourcentages, on sait que finalement, la prise au vent, c'est pas quelque chose de très important. Si en plus il se retrouve tout seul dans le vent à devoir chasser sur 3 UAE qui seraient face au vent mais à 3 devant, il rentrera pas. Pour moi, il y a des vraies values à prendre. D'ailleurs,
Les cotations sont sorties au départ. Mathieu Van Der Poel est sorti à 3,50 favori de l'étape. Juan Ayuso était à 13 et on voyait même des sprinters qui étaient encore dans le jeu. Je crois que Olaf Koy était 6e ou 7e favori, il était à 20. On avait du Paul Magnier à 29. Bon bah très rapidement sur le boucref, les cotes ont été réajustées. Mathieu Van Der Poel est désormais à 4,50. Juan Ayuso est passé 2e favori à 7 alors qu'il était sorti à 13. Après on a du Pipo Ganna, du Pidcock, du Romain Grégoire, du Ben Illy, voilà, Vandrame, Roger Adria, Magnus Cort, je l'entends, c'est beaucoup mieux, on va dire, c'est mieux équilibré, mais le petit groupe, on va dire, le vent de face peut aller sur le petit groupe qui se jouerait la gagne, mais Van Der Poel, je trouve ça, enfin, t'en penses quoi toi Thibaut? Bah là, j'étais en train d'explorer un peu ces plateaux et ouais, il n'y a pas vraiment de zone propice. En fait, genre il y a des endroits intéressants à 58 km de l'arrivée, mais très vite c'est ponctué par un passage de ville, de la végétation, et c'est censé ça avant le circuit final. Donc ouais, assez décevant. Et puis enfin cette dernière montée, je l'explore un peu. Attention avec le vent de face. Honnêtement, n'enlève pas non plus Mathieu Van Der Poel de l'équation. Hein. Bah, pour moi, s'il gagne, c'est vraiment soit il prend l'échappée matinale, soit il revient de l'arrière. Mais si les UAE mettent un gros rythme, il aura personne pour l'accompagner. Je le vois vraiment. Encore une fois, je peux me planter. Je le vois vraiment pas gagner cette étape. Dans l'équation, il faut que tu prennes en compte que le vent est de 30 km/h, donc gros tempo implique grand sacrifice et potentiellement coureur isolé dans le final, et ça peut être un danger quand tu vois les loustiques que tu as eu jusqu'à présent qui ont attaqué Juan Ayuso. Donc je sais pas si tu sacralises un peu trop le boulot des Émiratis qui risque un peu d'être sabordé, on va dire. Ouais, mais il y a toujours des mecs qui voudront rouler pour se replacer au classement général. Non, mais il y a toujours... Enfin, moi, en vrai, si ça doit dépendre de quelqu'un, d'un groupe, honnêtement, je sais pas si les Émiratis, c'est ceux qui pointent en pole position. Moi, j'y vois qu'un abruti pour attaquer vent de face, c'est Ben Illy. Hein. Il est tout petit, donc il y a pas trop de prise au vent. Elle est technique la dernière descente, Enzo? Ouais. Non. Ah non. Attends. Si. Faut savoir les gars. Moi de oui, non, là. Oui, si. Non, c'était l'autre qui était avec des virages assez larges. Mais elle est courte. T'as 2 bornes et demie de descente. Et en fait, elle est étroite, avec peu de visibilité sur les quelques virages que tu vas avoir. Mais de là à faire des écarts dans cette descente, je sais pas. Ah putain, sur la qui mettent des boudins là. Hein. 6 km de l'arrivée, t'arrives dans un virage qui ferme, aucune visibilité, bim, hop, maison. Putain, va falloir qu'ils mettent des boudins dans le coin parce qu'il y en a qui peuvent se taper le mur. Hein. Et puis pareil, hein, si Van Der Poel est lâché et que t'as un groupe de 10-12 devant, tu roules pour éviter de le laisser rentrer, quoi, si t'as envie de te jouer l'étape. Hein, donc. Non, mais de toute façon, qu'on se le dise et qu'on soit clair et net, t'es lâché dans cette ascension, pour moi, t'es foutu. Mais je suis pas sûr que Van Der Poel soit lâché. Moi aussi. Ascension de 4 bornes, pour moi, c'est avec un gros train, avec tout ce qu'ils se sont mangés dans la gueule, avec une ascension qui est un peu plus roulante juste avant, double ascension. Pour moi, pour moi, le jeu et même Pipo Ganna, hein, qui est, je pense, qui a jamais aussi bien grimpé qu'en ce moment. Je pense que pour moi, le jeu, c'est de le dégager. Et je pense que malgré le vent de face, ils ont les moyens de le sortir. Et comme disait Thibaut, à partir du moment où t'es plus dans les roues, c'est fini, quoi. Après, t'oublies que sur ce type d'ascension, Mathieu Van Der Poel peut tenir. Hein. Ça, c'est un mec qui, sur les grands tours, quand il est en forme, nous a prouvé qu'il pouvait quand même tenir des efforts assez longs. Et ce qui pêchait un peu, c'était peut-être des purs grimpeurs qu'attaquaient, et surtout la fatigue de l'étape. Hein. Mais sinon, techniquement, il en a remporté des étapes aussi en montagne. Donc attention. Oui, mais on échappait. Pas aussi long face à un J.
Si tu prends sa victoire en Bretagne, c'est beaucoup plus court. Sur des ascensions de 2-3 minutes, ouais, il est injouable, évidemment, quoi. Mais là, quasiment 4 bandes d'ascension. Je pense qu'on est sur une montée de... Faudrait trouver le com, hein, mais je pense qu'on est sur un truc qui est supérieur à la Cipressa, par exemple, et qui est bien plus dur que la Cipressa. Je repense à son Giro et honnêtement, il grimpait plutôt bien. La première étape où il avait pris le maillot rose sur le Giro, c'était en Hongrie, là. C'est-à-dire déjà, c'était tout plat avant l'arrivée. Et bon, on va regarder. Voilà. Allez, Mathieu, hop, un petit pro cycling stat. Mathieu Van Der Poel. Hop, Giro. C'était quoi, Giro 2022 ou 2023 ? Il y a 2022. Par exemple, moi, ce que j'ai en souvenir, c'est l'étape numéro 17 où il grimpait très bien et il avait même anticipé. C'est lui qui avait un peu fait exploser à un certain moment. Alors oui, il finit 12e à 3 minutes 06 de Buitrago, mais il avait quand même grimpé plus que très bien. Donc attention, tu l'élimines un peu vite du jeu pour un mec qui nous a prouvé que quand il était dans une très bonne forme, un effort de 4 minutes comme ça, sur une montée comme ça, il peut passer. Ah, pas de 4 minutes, hein, un effort pour moi aux alentours. 4 km, là, ouais. Proche des 15-20 minutes, hein, on est plus entre 15. Non, 15-20 minutes, mais c'est mort. Mais 15-20 une ascension de 15-20 minutes face au GCD avec les UAE qui vissent, peut-être les Ineos, c'est mort. Moi, je vous le dis. Voilà, peut-être que je me trompe, mais moi, je le sors complètement. Pas avec ce vent. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord, mais le vent aussi fort et aussi défavorable, dans les roues, je sais pas. Ouais. En tout cas, la première partie de l'ascension, vraiment les 4 premiers kilomètres, c'est très roulant. T'as 4 kilomètres à 3,5%. Là-dedans, tu le fais pas péter. Et t'as déjà le et les 3 derniers kilomètres sont les plus durs. C'est très irrégulier. Mais enfin, du coup, ça lui fait vraiment 3 km 3 durs à tenir. Enfin, avec le vent de face, ça va pas rouler à 35 km/h non plus. Moi, je pense qu'il tient. Hein. Je pense qu'il tient, mais c'est pas dit qu'il se fasse pas allumer dans le final. Parce que voilà. La question, c'est est-ce qu'il bascule ? Moi, je pense qu'il peut basculer avec le groupe de tête. Mais est-ce qu'il sera pas plus émoussé que... Moi, je pense qu'il tente l'échappée matinale. Moi, je pense qu'il tente... Il en avait gagné une sur Tirreno comme ça en 2019 ou en 2020. Moi, je pense qu'il tente la matinale. Moi, je pense que c'est compliqué quand même. Je pense que c'est compliqué et qu'il aurait préféré peut-être un d'autres types de conditions que ça. Alors oui, il peut tenter, mais le problème, en fait, c'est que les coups peuvent être très vite annihilés parce que t'as beaucoup d'équipes qui vont vouloir filtrer et ne pas laisser sortir de gros groupes. Avec ce vent puissant et favorable, ça va en inspirer plus d'un. Donc la course, en fait, à l'échappée peut beaucoup plus se verrouiller que Mathieu Van Der Poel ne l'aurait espéré. Et il peut lâcher des cartouches dès le début de l'étape. Il peut. Même si des fois il lâche des cartouches, on l'a vu sur le Samin, hein. Il attaque à 70 bandes de l'arrivée, ça ne l'empêche pas de gagner derrière. Mais non, mais je pense que tu sacralises trop le truc. Mais après, en soi, dans l'absolu, je pense qu'il peut basculer. Il peut basculer pour être présent pour la victoire, mais je lui donne pas victoire gagnée. Bon. Eh ben écoutez les gars, on va basculer sur les pronostics alors. Enzo, on t'écoute. Qui va gagner pour toi cette cinquième étape de Tirreno Adriatico? J'en sais rien. D'accord. Parfait. Non, mais c'est bien aussi de. Non, mais voilà, on vous donne des éléments. À me décider sur un truc. Là, honnêtement, je suis vraiment dans le flou. Comme je dis, je pense que Van Der Poel passe. Mais est-ce que Ayuso peut pas le taper au sprint parce que lui sera moins émoussé? C'est pas impossible, tu vois. C'est pas impossible. Ghana, je suis pas certain qu'il soit là. Il y a Pidcock aussi, hein. Il y a Pidcock aussi, ouais. Il y a Pidcock, il y a Grégoire. Il y a Grégoire. Et si en plus le bas de la descente est un peu technique, Pidcock, voilà, hein, même s'il perd quelques secondes, pour lui ça va être pas mal. Ouais,
sais pas, Pitcock, Grégoire. Ciccone qui est pas lent, mais on va dire que j'abuse. Ouais. Mais bon, ça dépend de la taille du groupe. Ouais. Qui c'est que t'as d'autres Del Toro qui est pas lent. Adria, Rick Ploymer. Ploymer, tu penses qu'il est là? Possible. Bah, moi, je pense que c'est all-in pour Hirschi. C'est vrai qu'il est Hirschi. Oublié. Bon, Thibaut, Godon, ça passe? Godon, ça passe ou pas? Godon, ça passe pas. Non. Non, puis Godon, en plus, ils l'ont appelé en dernière minute. Lui, il pensait qu'il allait passer, tu vois, sa semaine, tu vois, tranquille, pépère à la maison en Espagne. Il le ramène parce qu'il y avait 2 blessés, donc Godon. Mais je pense que je ferai mon choix parmi les noms que j'ai cités. Là, j'ai pas encore. J'arrive pas à me mettre les idées au clair. Bon, Thibaut, t'as les idées au clair, toi? Parce que moi, je les ai, les idées au clair. Roger Adria. Ah ouais, d'accord. D'accord. Cote à 21, pas mal. Ça s'entend. Bonne petite pointe de vitesse. Ouais, et puis c'est un type de difficulté qui peut passer. C'est le type de gabarit qui peut totalement être dans les roues et déborder sur un sprint vent de face à la fin. Non, ça me paraît plutôt pas mal. Moi, je partirais sur un mec qui a vraiment un bon kick, plus un profil puncher que grimpeur. D'accord. Eh ben, moi je suis un peu dans le même profil, peut-être un poil plus grimpeur. Moi, je suis sur Marc Hirschi, hein, parce que pour moi cette dernière ascension, ça correspond à ce qu'il aime. Les petits groupes. Moi, je vois pas un gros groupe à l'arrivée. Hein. J'en vois 8-10, pas plus. Les petits groupes à l'arrivée, il sait faire. Donc voilà, il y aura une victoire et un top 3 de Marc Hirschi, la victoire à 51. Et puis on verra un petit peu le top 3. Enzo, est-ce que tu as fait un choix? Non, pas dans les 30 secondes, là, je t'avoue. D'accord. Honnêtement, si je devais choisir là maintenant, pistolet sur la tempe, ouais. Ayuso. Ouais, bah c'est mon deuxième choix. Donc tu vois, on n'est pas complètement d'accord sur l'issue finale de la course, mais à la fin on arrive sur le même sur le même gars. En vrai, pour moi, il n'y aura pas un groupe bien plus conséquent que ce que tu dis. La seule différence là, c'est que moi je pense que Van Der Poel peut en être. Toi, tu penses pas. Mais en dehors de ça, je suis plutôt d'accord sur le scénario, j'ai l'impression. Non, moi je pense que Van Der Poel peut en être, mais honnêtement, même s'il en est, je pense qu'il est sur la boîte, mais il est tapé, quoi. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup plus. Un Romain Grégoire, par exemple, je pense qu'il peut en être beaucoup plus que Mathieu Van Der Poel sur une ascension comme ça. D'accord, mais par contre, au sprint, moi, Grégoire m'impressionne pas. Ah, c'est pas mal quand même, hein. J'ai pas dit qu'il est lent, mais par rapport, genre par exemple, je pense à un Ayuso, je pense que c'est plus rapide. Il y a un match. Moi, vraiment, ce qui m'étonne avec Grégoire, c'est le punch qu'il peut avoir, mais son manque de puissance au sprint sur le plat, comparé à son punch. Il en avait gagné une sur la... Non, mais je suis d'accord, mais sur le plat, je le trouve pas impressionnant. Mais c'était au plat, au Pays Basque, non? Quoi, faut plat montant, quoi. J'ai plus son arrivée en tête, je me souviens qu'il en a gagné une, mais même, attends, quand est-ce qu'il fait podium? C'est aujourd'hui ou hier qu'il fait podium? C'est hier. Hier, ouais. Je suis pas impressionné, hein. Oui, il est assez complet, mais il a sa petite pointe de vitesse quand même. Genre, je le compte parmi les mecs rapides, il n'y a pas de question, mais je suis pas impressionné. Genre, pour moi, c'est pas un favori à la victoire dans un groupe de 15, tu vois. D'accord. Enfin, c'est pas le favori. D'accord. Thibaut, il y a d'autres noms qui te plaisent? Honnêtement, j'y réfléchis. C'est vrai que Ayuso, mais ouais, je sais pas, j'ai tendance à penser qu'il va lancer tôt. Non, en vrai, moi, c'était soit Pitcock, soit Adria, quoi. D'accord. Non, mais ça s'entend. Ouais, on est sur les mêmes
sur les mêmes profils. Alors après, est-ce que Adria va bien courir? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas s'il y en a qui ont pisté, mais il a quand même essayé de prendre l'échappée matinale, le petit malin. Et il a fait du chasse-patate tout seul pendant 40 bornes et enfin tout seul, chasse-patate entre la voiture ouvreuse et le peloton. Et il s'est fait. Il s'est échauffé pour demain. Il s'est échauffé pour demain, on va dire ça. Non, mais s'il gère bien son effort, c'est vrai qu'il est. C'est vrai que Roger Adria, il peut en être. Hein, puis voilà, c'est montées de 15-20 minutes, c'est typique des montées espagnoles, donc peut-être un peu moins raide, mais bon, ça peut être une vraie possibilité. Petit tour du côté des match-up, Thibaut. Si tu veux, on va essayer de réfléchir à ça très très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Moi, il n'y a pas. Bah moi, celui que j'aimais bien, c'était Ayuso devant Adria, mais bon, tu vas pas. C'est vrai que c'est assez bien. C'est vrai que c'est assez bien coté quand même. Voilà. Tiberi, ça sprinte bien, Enzo? Non, c'est pas. Lui, c'est pareil. Toi, c'est un mec à l'inverse de Grégoire. Je trouve qu'il a pas énormément de punch, mais par contre sur le plat, il a déjà fait quelques placettes. Sur des petites arrivées, enfin sur des arrivées en petit comité. Mais là, si t'as des mecs à la Pidcock, Ayuso et tout ça, je pense pas qu'il soit assez rapide pour faire un podium. Ouais. Donc là, il est proposé en match-up contre Marc Hirschi. Bon, après, est-ce que Hirschi... Non. D'accord. Ils sont à égalité. On va pas faire ça. À moins que Hirschi soit plus là, mais je pense pas. Mais sur une arrivée comme ça, je vois pas comment à la pédale Tiberi le bat. D'accord, ok, donc voilà. Moi, je vais pas y aller parce que voilà, mais les codes, voilà, les codes sont à l'équilibre. Donc j'irai pas parce que je forcerai pas. J'ai déjà Hirschi dans mes bêtes. Bon, et bah écoutez, on va se faire un petit récap des pronostics alors, avant de passer à Paris-Nice. Allez, et ben Enzo, on t'écoute. Allez, ouais. Allez. Bon, allez, Ayuso pour moi et un podium de Pidcock. Ok. Thibaut? Eh ben, je vais avoir un podium de Pidcock aussi et une victoire de Roger Adria. Ok, donc 11 la cote de Pidcock, 21 la cote de Roger Adria. Et moi, de mon côté, donc ça sera la victoire. Donc je vous donne les cotes du Boucref. Ça sera la victoire de Marc Hirschi. La cote à 51, donc 0,0... On va mettre 0,15% de bankroll, donc 1,50€ sur une bankroll à 10 000 €. Et puis il y aura du top 3, je pense à 3,50€ sur une bankroll à 10 000 €. Voilà, je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 10 à peu près. Donc ouais, ça sera les 0,04 de bankroll pour le top 3 de Marc Hirschi. Et la win de Juan Ayuso avec une BK à 0,06. Voilà, la cote est autour de 8, donc voilà, c'est pas mal. 6 x 6, 48, donc voilà, ça sera 6€ sur une bankroll de 10 000 €, 3€ sur une bankroll de 5 000 €, 1,50€ sur une bankroll de 2 500 €. Et merci à la team, merci à Phoenix pour ce 257e épisode du Coup Tordu, mais surtout restez calés parce qu'il y a un nouvel épisode qui arrive derrière, le 258e épisode consacré à la 6e étape de Paris-Nice.